J'ai essayé de trouver un titre qui soit le plus sexy possible. Le vrai, le bien et le beau. Puis j'ai réalisé aussitôt après que c'était en fait une influence qui remonte à mon adolescence. J'avais regardé un film avec mon père. On a été voir un film de Sergio Leone, Le bon, la brute et le truand. Alors c'est resté dans mon psyché. Ce que j'aimerais faire, et je trouve, on a parlé du bien, on a parlé du bien, on a parlé du beau. Ce que je propose, et mon argument est simple, et c'est aussi un souhait, que la recherche scientifique aille au-delà du vrai, au-delà de la vérité. Il est temps parce qu'il y a énormément de recherches qui appuient cette notion que la réalité que nous observons n'est pas la réalité. Alors, je vais essayer de déstabiliser la conception que vous avez et que nous avons de façon de ce qu'est la réalité. Je vais essayer de voir comment est-ce que ces critères-là peuvent faire partie d'une autre façon de valider la recherche scientifique. C'est pas tout coulé dans le béton, c'est une esquisse en fait, et je vais proposer des pistes de réflexion dans cette direction-là. Alors, je pense que c'est avec ça que je vais travailler. Je trouve. OK. Alors, le vrai en recherche. En recherche, je suis épidémiologiste et ce qu'on m'a appris, puis de toute façon, je donne aussi un cours de méthodologie de la recherche, je donne 2 cours de statistique. Je vous assure que si je restais là, je serais extrêmement ennuyé parce que j'ai justement envie d'élargir la vision que nous pouvons avoir de la recherche. La validité, c'est déjà un petit progrès parce qu'on ne parle pas juste de vérité dans le sens de correspondance d'un système symbolique par rapport à quelque chose qu'on est capable d'observer. On va au-delà de cette correspondance-là en parlant simplement de structure de l'argumentation. On parle de validité externe, ça veut dire est-ce que la recherche est applicable dans d'autres contrées, dans d'autres milieux que celle dans laquelle on aurait fait la recherche. De validité interne par rapport à une logique qui tient la route et que l'explication de cause à effet ne peut être qu'attribuée à ce qui a été mis dans le devis. Donc s'il y a une différence entre 2 groupes, par exemple, on ne peut attribuer cette différence-là qu'à l'existence du traitement et que, par ailleurs, tous les billets ont été contrôlés. Donc c'est déjà un progrès, mais est-ce que c'est suffisant? Alors, je crois que j'avance avec ça. Oui. La perception du vrai. Alors, avec cette image-là, je pense qu'il y a une claire démonstration, en tout cas, sur le plan perception, de la création, de la co-construction ou de la construction de notre cerveau de triangles qui, en fait, n'existent pas. Alors, il y a celui qui est complètement transparent, il y a aussi même celui qui est surligné en noir. Vous êtes tous d'accord que ces triangles-là n'existent pas du tout, et pourtant, on les voit. Le vrai. Est-ce que c'est un canard? Est-ce que c'est un lapin? C'est une question de perspective et de choix d'une perspective. Encore une fois, un autre exemple qui peut-être continue, à mon avis en tout cas, permettrait de déstabiliser la conception que nous avons du vrai. Mais le meilleur exemple, je l'emprunte à Daniel Hoffman en particulier, qui donne cet exemple-là avec cette scarabée qui existe en Australie. Vous voyez sa couleur est marron, sur son corps il y a un petit relief rugueux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la contrée dont on parle, il y a aussi une autre espèce, Homo sapiens, qui aussi utilise une grosse partie de son cerveau pour aller chercher de la bière. Et quand on finit de boire la bière, bien, il arrive souvent qu'on jette la bouteille tout simplement sur le territoire. Et ce qui est intéressant avec ces scarabées-là, c'est le mâle qui, bien sûr, part à la recherche de la femelle qui devrait avoir les mêmes caractéristiques. Et vous voyez que ces caractéristiques, en fait, coïncident parfaitement avec ce qui se passe avec la bouteille elle-même. Alors, ce qui arrive, c'est que ces pauvres scarabées essayent constamment, alors de façon assez quand même acharnée, à féconder, à faire ce qu'il faut, ce qu'elles veulent faire, avec quelque chose qui n'est pas la femelle dont ils ont besoin. Je pense qu'ici, on a en fait un exemple paradigmatique du conjoint qui quitte sa conjointe pour la bouteille. C'est exactement ce qui est en train d'arriver ici.
Alors, mais ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que l'évolution a tout simplement donné des espèces, je parle de traduction en français du mot hack, c'est un artifice, une petite logiciel que nous avons dans nos têtes qui nous permet d'aller sélectionner dans la réalité dans laquelle on vit ce qui est important pour nous. Alors, si vous pensez que les humains, en fait, n'ont pas ce problème-là, je vais juste faire référence à une partie peut-être des profits du magazine Playboy et d'où elles viennent. Donc c'est une façon de remettre en question la réalité qui nous entoure. Est-ce que nous sommes sélectifs par rapport à ce qui nous intéresse, qui permet notre survie, notre progression, notre évolution? Pour le bien, c'est un peu la même chose. Regardez cet organisme unicellulaire, quand il est en train ou elle est en train de migrer vers le glucose, le sucre, est-ce que c'est la structure chimique en soi ou qu'elle est consciente que c'est le sucre dont elle a besoin, ou c'est simplement une attirance vers ce qui est bien pour son corps, pour sa progression, pour son évolution? Alors, le vrai, le bien, le beau maintenant. Alors, on a parlé tout à l'heure du beau, rencontre avec la complexité, j'ai beaucoup aimé ça, effectivement. On a aussi parlé du jeu tout à l'heure, de l'expérience du jeu. Moi, j'aime beaucoup la perspective que John Dewey en avait donnée il y a plusieurs années sur la notion d'expérience, l'expérience humaine. Et en fait, dans ma proposition, je propose qu'on aille au-delà du vrai et inclure le bien et le beau. Et la meilleure façon de le faire, c'est en utilisant comme référence le corps, et le corps humain en particulier. Le corps en particulier, et comme unité d'analyse, ce que je propose, c'est l'expérience. Alors, il y a l'expérience du jeu et la gamification avec toutes ces promesses. Et effectivement, il y a plein de recherches qui démontrent que c'est effectivement une façon d'aller l'utiliser comme référentiel pour améliorer l'engagement, par exemple, ou mieux comprendre qu'est-ce qui fait que les humains sont beaucoup plus productifs quand ils sont en train de jouer. L'expérience que je propose ici, c'est simplement ce que Dewey en fait, d'aller regarder l'expérience la plus courante que vous puissiez imaginer. Alors, afin de comprendre l'esthétique dans ses formes accomplies et reconnues, on doit commencer par la chercher dans la matière brute de l'expérience, dans les événements et les scènes qui captent l'attention auditive et visuelle de l'homme, suscitent son intérêt et lui procurent du plaisir lorsqu'il observe et écoute. Vous voyez la conception du beau qu'on retrouve ici dans les choses les plus ordinaires. La grâce à l'air du joueur de ballon qui gagne la foule des spectateurs, le plaisir que ressent la ménagère en s'occupant de ses plantes, la concentration dont fait preuve son mari en entretenant le carré de gazon devant la maison. Des choses aussi simples. Alors, c'est comment la recherche scientifique peut aller se préoccuper de cette expérience de base qui est aussi fondamentale, intéressante, utile, qui reflète ce qu'on peut qualifier comme étant beau. Alors, donc j'aimerais qu'on puisse avoir ces critères-là. Le vrai, et on peut aller au-delà du vrai parce que notre physiologie est faite de telle sorte que nous avons une réalité que nous abordons de façon très sélective en fonction de ce qui est bien pour nous et aussi en fonction de ce qui nous plaît, de ce qui est beau. Alors, ça m'amène à ce vieux débat en recherche scientifique entre l'objectivité et la subjectivité. Nous avons fait énormément de progrès en termes de conception de devis de recherche. Alors, vous êtes tous au courant de tous les débats et les discussions sur la recherche qualitative versus recherche quantitative. On parle maintenant de devis mixtes. Même les études de cas ont gagné leur place, la place qu'ils méritent. Dans le devis quantitatif, on parle de sujets de devis de taille 1, de n égale 1. Donc, on a fait quand même pas mal de progrès. Mais moi, je pense que c'est pas encore, on peut aller encore beaucoup plus loin. Alors, comme je parle d'expérience, comme unité d'analyse, j'aimerais vous proposer une petite expérimentation parce que si vous n'expérimentez pas
ce dont j'aimerais parler, je pense que j'aurais manqué mon cours. Alors, on va se prendre 1 minute pour ceux qui veulent bien se plier à cet exercice-là. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Moi, je vais fermer mes yeux et je vais vous demander tout simplement de porter votre attention à votre respiration. Alors, allez repérer tout simplement là où est-ce que vous sentez le mieux votre respiration. Ça peut être, par exemple, dans vos narines, vous sentez l'air qui passe. Ou encore, vous envoyez votre attention à votre ventre, par exemple, qui bouge. Mais vous êtes conscient et consciente de votre respiration. Alors, ce qui va arriver tôt ou tard, vous allez quitter votre attention sur votre respiration. Vous allez nécessairement penser à autre chose. Ramenez votre attention sur la respiration. OK. Alors, pour ceux qui se sont prêtés à cet exercice-là, ce qui est intéressant et ce sur quoi j'aimerais mettre plus d'emphase, c'est ce glissement vers autre chose que ce sur quoi on veut focuser. Ce glissement-là est extrêmement important. Alors, les chercheurs dans cette thématique-là parlent de modèles défauts du cerveau qui tend tout simplement à aérer vers d'autres sphères que ce sur quoi on veut focuser. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que, imaginez tout simplement que vous ayez un système qui fait en sorte que lorsque vous sortez de votre zone d'attention, vous entendez, par exemple, de la pluie, un bruit de pluie ou de vent. Ou à l'inverse, lorsque vous êtes bien focusé sur la respiration, vous entendez un gazouillis, des oiseaux. Bien, sachez tout simplement que cette technologie existe déjà. Muse, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un bandeau tout simple qui permet justement de suivre, de mesurer l'électroencéphalogramme, apparemment, les signaux du cerveau, mais en plus donne justement ce feedback. Alors, imaginez que vous fassiez l'expérimentation avec un feedback de ce genre-là. Est-ce qu'au long cours, vous allez mieux développer votre focus, vous allez mieux développer votre attention? Alors, la recherche en neuroplasticité confirme cette possibilité-là. Il y a moyen à partir du moment où on a le feedback. Alors, c'est ce genre d'expérience qui est devenu possible, qui, en fait, personnellement, moi, je trouve, devrait nous encourager à prendre comme unité d'analyse justement ce genre d'expérience. Il y aurait moyen de le faire. À côté de ça, donc, subjectivité, il y a moyen d'aller la voir de plus près, en termes de l'expérience méditative ou autre. Avec la technologie dont on dispose, il y aurait moyen de mieux la comprendre. Ça m'amène à la métaphore. Quelle est la place de la métaphore? Et là, dans cet exercice que je vous ai demandé de penser, j'ai simplement envie de vous demander d'aller reculer jusqu'à votre enfance. Au moment où vous avez été mis en contact avec un contact chaleureux de votre maman ou de votre papa, peu importe. Ce contact-là a fait en sorte que vous avez fini par associer l'amour, la tendresse à la chaleur. C'est aussi simple que ça. Eh bien, Georges Lakoff et d'autres chercheurs amènent une tonne de résultats empiriques extrêmement intéressants qui permettent aujourd'hui de nous faire dire que la métaphore, ce n'est pas juste un artifice littéraire, ce n'est pas juste une stratégie qui permet d'élaborer en littérature, mais ça fait partie de notre compréhension, ça fait partie de notre corps. Nous l'apprenons très tôt, et en fait, l'enfant, dans les 2 premières années, développe des milliers de métaphores.
Et ça apparaît dans notre langage. On a parlé tout à l'heure de mariage. Ben, une des expressions, ben, ce mariage est sans issue, par exemple. C'est une métaphore qu'on utilise. Je me sens... on peut chercher plein d'exemples de ce genre. Je l'ai dit tout à l'heure, l'amour, c'est de la chaleur. Je la sens froide envers moi. Froide envers moi, ça vient d'où? Mais ça vient justement d'une sensation corporelle que nous avons. Alors, la métaphore est en fait un outil absolument central dans la compréhension de l'expérience humaine. Et les artistes l'utilisent. Alors, est-ce que les scientifiques sont prêts à l'utiliser? Nous avons suffisamment de données en fait empiriques qui permettent de dire oui, c'est possible. Alors, en somme, nous construisons notre propre réalité. Rappelez-vous l'exemple de la scarabée. Nous développons aussi des systèmes autonomes qui s'auto-organisent. Aujourd'hui, si je veux aller prendre un avion, je sais qu'il y a des échéanciers, je sais qu'il y a des horaires, je sais qu'il y a tout un système qui s'est élaboré, mais ça a commencé, vous vous souvenez, hein, quand on a commencé à essayer d'inventer l'avion, bien, maintenant, il y a tout un appareillage, tout un système qui est développé. Autre exemple, le système légal, le système d'éducation. C'est tous des systèmes que nous créons qui finissent par avoir une vie par eux-mêmes et qui finissent par s'auto-réguler. Comment est-ce qu'on intègre ça dans notre recherche? Bien, on a tendance un petit peu à l'oublier et en fait à confondre ces systèmes pour la réalité, alors que c'est nous qui les avons construits, mais on finit par les perdre. Mais le concept d'auto-organisation est extrêmement intéressant. Alors finalement, quel repère? Quel repère on pourrait proposer? Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment des pistes de réflexion que j'aimerais proposer pour mieux valider la prochaine recherche qui, en principe, devrait permettre de mieux gérer la complexité. Il n'y a pas une recherche qui tiendrait la route aujourd'hui, la vraie. Je suis content que Audace soit là pour essayer justement d'encourager ce genre de recherche. C'est la recherche interdisciplinaire. Notre cerveau lui-même est interdisciplinaire. Vous le savez, nous avons plusieurs modules et chaque module fonctionne de façon autonome, mais en même temps, on finit par avoir une intégration qui nous donne la conscience. Alors, quel repère? Bien sûr, c'est le temps d'aller au-delà de la fragmentation pour l'unité interdisciplinaire, des perspectives individuelles vers une vision unifiée, de la hiérarchie, bien sûr, à la collaboration-exploration. On en a parlé en long et en large depuis ce matin. Aller au-delà de la compétence individuelle pour réfléchir en termes de compétences collectives, parce que c'est là que ça se joue le plus. Si on revoit un petit peu, c'est quoi à la base une compétence professionnelle? Il y a nécessairement toujours, prenez n'importe quel expert, vous aurez quelque part du savoir qui est intégré. À travers le temps, peu importe, cette personne-là a fini par intégrer un ensemble de connaissances et c'est devenu complètement inconscient, elle est capable d'exécuter l'acte pour vous. Si vous lui posez la question « Comment vous faites ça ?», souvent il va vous dire « Je ne sais pas ». C'est un savoir qui est intégré, mais il y a aussi toujours, à la base aussi, un travail qui est organisé. C'est des dimensions de compétences professionnelles. Vous connaissez cette répartition des différents savoirs. Si maintenant on regarde ce qui se passe du côté de l'interprofessionnel ou de l'interdisciplinaire, une profession, par définition, est nécessairement toujours interdisciplinaire. Hein, c'est sur la base de plusieurs disciplines qu'on finit par développer une profession. Eh bien, c'est un petit peu les mêmes dimensions que nous proposons. Organiser ce que les professionnels savent, organiser ce que les professionnels font. Ce qui veut dire qu'on a toujours nécessairement une dimension qui est cognitive, qui va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des savoirs dans un collectif, et un aspect plus pragmatique qui va regarder comment on pense la coordination des tâches et des activités. Ce qui fait qu'il faudrait toujours penser en termes d'un principe d'intégration et d'un principe de collaboration. Les deux vont ensemble, et ce que nous proposons, c'est qu'en fait, l'interdisciplinaire serait un équilibre entre les deux. Si vous avez plus d'intégration que de coordination ou de collaboration, vous avez bien sûr un déséquilibre. Il y a probablement une discipline qui dépasse ou qui domine les autres. Si à l'inverse, vous avez plus de coordination et vous n'avez pas un modèle intégré qui permet de rassembler tous les joueurs au niveau des savoirs, vous avez là aussi un problème. Alors, nous en sommes au stade où il y a moyen d'avoir des scores pour l'organisation des savoirs et des scores pour l'organisation du travail.
Et l'indice d'interdisciplinarité serait soit un rapport, donc plus il va se rapprocher de 1, mieux ça va aller, ou alors une différence des scores, plus il va se rapprocher de 0 et plus on est dans la véritable interdisciplinarité. Ce qui fait que, tout à l'heure on a parlé de projet, c'est absolument vrai, c'est en fait le cœur. Il faut réfléchir en termes de projet et y intégrer cette notion d'organisation des savoirs systématiquement et d'organisation du travail, qui, quand ils sont bien mariés encore, aboutissent à ce fameux savoir intégré. Donc, là aussi, on parle d'un principe d'intégration et d'un principe de collaboration qui permettrait, à travers le projet interdisciplinaire, d'aboutir à un savoir intégré. Je vous donne juste quelques exemples de comment on pourrait favoriser l'intégration des savoirs. Préciser le contexte, toujours. Fixer un but, une priorité de travail. Le but commun, c'est aussi une façon de rassembler des expertises et de les faire travailler vers une même direction. Réflexion collective. Ça, par exemple, ça pourrait satisfaire le principe d'intégration. Mais il faut l'avoir en tête, ce principe. Favoriser la collaboration, bien sûr, inciter au travail d'équipe, l'encourager, réinvestir les apprentissages, on en a parlé aussi à plusieurs reprises depuis ce matin, c'est le principe de collaboration. Deux principes directeurs pour la recherche interdisciplinaire, et là aussi, on pourrait aller chercher des critères de validation. C'est qu'au moment de la conception du projet, il faut d'emblée commencer à réfléchir en termes de design pour la communauté qui va travailler ensemble. Et dès le départ, commencer à réfléchir en termes de design pour ce qui va émerger des interactions, tout en admettant dès le départ qu'on ne peut pas toujours, et la plupart du temps, on ne peut pas prédire qu'est-ce qui va sortir d'une équipe interdisciplinaire. Le plus, en fait, on essaye de le systématiser, le moins ça va marcher. Exemple, design pour une communauté, regrouper les partenaires intéressés, recueillir leurs perceptions et leurs points de vue. Pour l'apprentissage émergent, documenter les apprentissages de manière systématique au fur et à mesure du déroulement du projet et adopter et adapter les pratiques émergentes. Mais là encore, il faut être à l'affût, être prêt justement à les collecter au fur et à mesure qu'ils apparaissent en étant aussi prêt aux surprises et aux innovations qui peuvent émerger. Ce modèle-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai pris de Yves Lenoir. Je trouve qu'il donne en fait le meilleur découpage que j'ai jusqu'à maintenant trouvé des disciplines et de nos connaissances. Il y a celles qui contribuent à la construction de la réalité. Il y a celles qui permettent d'exprimer la réalité construite. Alors vous voyez ici les langues, la statistique. Et puis il y a celles qui permettent la mise en relation avec la réalité construite. Et ce qui, je trouve absolument très beau, fascinant, c'est qu'en fait, les arts sont un petit peu au milieu. Pourquoi? Parce que les arts sont capables de créer de nouvelles réalités. Et on devrait les avoir systématiquement avec nous. Donc, ce qui fait que, alors, je pense qu'il y a les sciences de la santé qui s'ajoutent à la partie mise en relation de la réalité construite. Pour aller au-delà du vrai, il faudrait donc considérer systématiquement les cheminements entre les trois pôles comme des passages itératifs entre créer, entre parenthèses, co-construire, exprimer, se relier. Alors, je monte une création, je vais me poser la question comment est-ce qu'elle va être exprimée et je vais me poser la question comment on va intervenir avec et quelles sont les implications ou les conséquences sociales qu'elle pourrait avoir à un niveau plus élargi. Pour aller au-delà du vrai, nous devons intégrer la subjectivité dans nos modèles de recherche. J'ai donné des indications que c'est possible. On a encore beaucoup de chemin à faire. Et je vous laisse avec cette question à laquelle je n'ai pas de réponse à ce stade-ci. À ce stade-ci, nous ignorons, nous faisons abstraction des désirs, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, et de l'intention. Et pourtant, c'est une caractéristique centrale de toute structure vivante, animale ou humaine. Mais on l'ignore complètement, ou on ne veut pas la connaître. Parce que là, ça devient trop subjectif, parce que c'est difficile à contrôler, c'est difficile à prévoir. Mais pourtant, c'est probablement ça, le contact avec le beau, c'est le contact avec le complexe, mais le contact avec la vie.
c'est le contact avec ce qui reflète la vie. C'est ça qui est beau. Merci.